Comment est-ce qu'un esprit qui produit des signes mathématiques va pouvoir, d'une certaine façon, expliquer quelque chose qui ne dépend en aucune façon de lui, qui est, d'une certaine manière, tout autre par rapport à lui, par rapport à cet esprit qui produit des mathématiques. Quelle est exactement la possibilité pour cet esprit, avec des mathématiques, de rendre compte du réel? Voilà. Et est-ce sa vocation? Parce que finalement, les mathématiques n'ont pas forcément pour vocation d'expliquer le réel. Très souvent, les mathématiques se sont plutôt mises un petit peu en marge de l'explication du réel. On fuit même d'une certaine façon le réel, se sont donné des possibles qui étaient très loin du fait d'être finalement au contact avec ce réel entre guillemets. Mais justement, je pense que le problème qui va vite se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle exactement réel? Enfin, qu'est-ce que font exactement les mathématiques à l'égard de ce prétendu réel? Alors, les difficultés sont à peu près les suivantes. C'est est-ce que l'esprit, donc l'esprit humain, qui a envie d'expliquer les choses, qui donc produit des signes, est-ce qu'il va pouvoir rendre compte, comment est-ce qu'il est possible qu'il rende compte d'une certaine façon des choses qu'il n'invente pas, et qui lui sont en quelque sorte communes. Comment est-ce possible? Et je pense qu'en très gros, on pourrait... Les philosophes, c'est plutôt une question de philosophe qu'une question de mathématicien d'ailleurs, les philosophes ont souvent envisagé les choses ainsi, en se disant, d'une certaine façon, peut-être que ces choses ont été d'une certaine manière créées par Dieu, de la même façon que l'esprit, et c'est d'une certaine façon parce qu'il y a un Dieu commun, créateur en quelque sorte, des choses mêmes et de l'esprit, qu'il y a une espèce d'harmonie possible, d'une certaine façon, entre cet esprit et ces choses. Alors parfois, on ne va pas jusqu'à Dieu, qui d'ailleurs est plus problématique qu'autre chose. Au fond, on a déplacé le problème, mais on ne l'a pas résolu. On peut le résoudre avec toutes sortes d'entités, pas seulement Dieu, mais on peut parler de la nature, par exemple, où la nature aurait exactement la même fonction d'une certaine manière. Mais en disant bon, l'esprit est naturel, la nature d'une certaine façon produit elle aussi des phénomènes, et on essaye en quelque sorte de faire une jonction, une harmonie entre cet esprit qui fait donc des mathématiques et qui d'une certaine manière peut rendre compte de ce réel. Mais il y a des façons plus fines de s'en tirer, et elles sont apparues d'ailleurs très tôt dans l'Antiquité, elles ont été revues peut-être plus finement encore au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et au-delà, qui consiste en gros à dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est... Il ne s'agit pas de mettre en relation l'esprit avec les choses, mais il s'agit de mettre plutôt en relation l'entendement qui va en quelque sorte produire des concepts et qui produit par exemple des mathématiques, la notion de quantité qui va être déclinée de toutes sortes de façons. Et d'autre part, il y a ce qu'on pourrait appeler l'intuition, quelque chose qui n'est pas exactement de l'ordre du concept et qui nous permet d'être en relation avec quelque chose qui nous est prétendument donné. Et alors là, du coup, on déplace un tout petit peu le problème et on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas tellement de mettre en relation un esprit qui fait des mathématiques avec des choses, mais un esprit qui, certes, fabrique des mathématiques, mais en même temps avec sa propre intuition, qui elle-même, d'une certaine façon, se rapporte à ces choses. Mais on voit qu'on a déplacé un petit peu la difficulté. Le problème est plus quelque chose qui est interne à l'esprit et à diverses facultés de cet esprit, quelqu'un qui peut, d'une certaine façon, produire des concepts, et d'autre part, qui jouit d'une sorte d'intuition. Et quand on regarde d'une certaine façon comment les concepts se rapportent à l'intuition, si on parvient à dire quelque chose là-dessus et à réfléchir comment les choses se font, eh bien, on va peut-être pouvoir dire comment il est possible de se servir des mathématiques pour décrire les phénomènes ou dire quelque chose sur les phénomènes. Au fond, la question est de savoir si les matériaux mis en œuvre dans l'espace des mathématiques sont identiques aux matériaux observés, expérimentés, constatés dans ce que nous appelons le monde réel. Et c'est pour ça que, juste un point, puisque justement vous êtes philosophe, et c'est en connaissance de cause que je vous ai invité, on aura des scientifiques demain après-demain, procédons par distinction conceptuelle, on emploie indifféremment réel et expérience.
Le livre que vous avez dirigé avec Evelyne Barbin, qui rassemble plusieurs contributions, s'appelle « Les mathématiques et l'expérience ». Et moi, je vais demander est-ce qu'il y a un lien avec le réel. C'est pas la même chose. Parce que finalement, on peut faire une expérience interne en faisant des mathématiques. Il y a une expérience qui n'est pas la même que l'expérience d'un monde extérieur. Tout à fait. D'ailleurs, dans les 19 contributions qui constituent le livre, certains ont compris l'expérience comme étant une sorte d'expérience interne aux mathématiques. Ce qui n'est pas absurde, c'est tout à fait vrai. Il y a effectivement une sorte d'expérience que le mathématicien peut faire d'une certaine façon de ses propres objets. Alors, par exemple, Jean Toussaint Desanti, dans la philosophie silencieuse, dit très exactement ça. Il dit qu'il n'est pas absurde de supposer qu'il y a une sorte d'expérience. Bien sûr, ce n'est pas une expérience du coup du tout autre, si j'ose dire, encore que l'esprit peut se trouver en quelque sorte débordé et étonné lui-même par les objets, d'une certaine façon, qu'il est en train de produire. Mais la difficulté là, que j'étais en train de pointer est la suivante. Au fond, c'est à partir de l'expérience, on peut toujours essayer de la décanter, d'obtenir en quelque sorte des objets, d'essayer de trouver quelque chose qui est de l'ordre de la régularité, qui nous permet en quelque sorte de trouver des règles, de trouver quelque chose qui paraît constant. Et de l'autre côté, l'esprit qui fait des mathématiques produit aussi des objets. C'est-à-dire que dès que vous faites des mathématiques, vous avez l'impression de parler de quelque chose. Et le problème va être de savoir si on peut faire la jonction entre cet objet ou ces objets que les mathématiciens sont capables en quelque sorte de produire, de fantasmer, et ces objets qui paraissent dériver d'une certaine façon de l'expérience. Au fond, est-ce qu'il y a une intersection entre ces deux types d'objets, ou est-ce qu'il y a un jeu indéfini entre ces deux types d'objets, de telle sorte que celui qui s'occupe de science doit constamment travailler à essayer d'harmoniser ces deux types d'objets, les faire coïncider totalement, ça serait le rêve, ou alors simplement partiellement, et c'est généralement ce que les mathématiciens et les scientifiques recherchent d'une certaine façon. Au fond, c'est toute la question du scepticisme qui se pose à travers... C'est la question du scepticisme qui se pose bel et bien. Ça part, et puis c'est sûr qu'il y a une cohérence, une conformité entre mon esprit et le monde. Voilà, c'est ça. Et comment s'en assurer? Est-ce que, d'une certaine façon, ne fabriquons pas des expériences qui nous permettent, d'une certaine façon, en quelque sorte, d'avoir à ne parler que de phénomènes qui ont été en quelque sorte préfabriqués par notre esprit, ou alors est-ce qu'on a véritablement affaire à du tout autre, de telle sorte que l'esprit s'y applique et essaye d'en dire quelque chose. Et voilà, au fond, comment le scepticisme peut jouer. C'est-à-dire, est-ce que, et là on va trouver depuis l'Antiquité des positions sceptiques sur les mathématiques, chez Sextus Empiricus par exemple, ou chez les sophistes, ou alors jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on trouve des positions sceptiques, qui visent à dire à peu près ceci, c'est qu'en fait, on n'explique jamais rien, d'une certaine façon, en mathématiques. On ne peut pas expliquer avec les mathématiques quoi que ce soit. Ce qu'on peut faire au mieux, c'est, d'une certaine façon, mettre en forme, faire en sorte d'informer ce qui semble nous être donné par l'expérience, et puis d'obtenir, grâce aux mathématiques, qui est un langage qui permet une grande transformation des propositions, d'obtenir ces transformations au bénéfice, d'une certaine façon, d'un discours qui paraît être un discours sur les choses, et qui, en réalité, peut être un certain discours sur lui-même, d'une certaine manière. Alors on va entendre un texte tout de suite qui propose une thèse bien connue et qui semble esquisser une sortie hors de ce scepticisme. C'est un texte de Galilée, pour qui le monde est tout simplement, si j'ose dire, écrit en langage mathématique, ce qui évidemment conduit à une nouvelle formulation de la question qui nous occupe aujourd'hui. Écoutez. Je crois à Fourier, c'est-à-dire 2 siècles avant lui, mais il pense que c'est au moment où les mathématiques sont capables de fournir des instruments extrêmement sophistiqués que là, on peut parler effectivement d'un contact, du contact qui l'intéresse lui entre les mathématiques et l'expérience. Et les équations de Fourier ne
cherche pas du tout à imiter quoi que ce soit, d'une certaine façon. Là, on est très très loin de l'imitation. On n'est plus du tout dans un rapport d'imitation qui était par exemple celui de Newton à l'égard des choses. Alors, à mon sens, oui, il met le point de datation est remarquable, effectivement. On aurait tendance, nous autres, en philosophie, à dire qu'il faut faire partir les choses plutôt de Galilée. Hein. Là, pas du tout. Hein. Il prend vraiment une distance énorme, hein, puisqu'il dit finalement, c'est plutôt Fourier qui est intéressant. C'est vrai que Bachelard se permet beaucoup de choses que d'autres. Oui, il a raison. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et alors, j'en vois plusieurs, on va vous distribuer les micros. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas scientifique, hein. J'ai presque envie de dire, y a-t-il un scientifique dans la salle? Oui. Et donc je vais peut-être dire des grosses bêtises, mais j'éprouve une gêne que Adèle a ressenti l'espace d'un instant d'ailleurs, à savoir l'impression qu'on n'a pas suffisamment distingué loi physique et loi mathématique. Parce qu'en physique, on établit des lois qui portent sur des phénomènes. En fait, ces lois, elles sont établies par induction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est considéré comme vrai jusqu'au jour où l'expérience N+1 viendra dire le contraire. Maintenant, la mathématique, c'est un langage. Et le problème, c'est de savoir si, justement, les phénomènes physiques, si on peut utiliser le langage mathématique pour les exprimer. Alors, si d'aventure, on ne pouvait plus dire, par exemple, que la distance parcourue est proportionnelle à la vitesse, on se dirait, mais alors, oui, le réel ne peut pas être exprimé en langage mathématique, mais on n'arrive pas à imaginer que la distance parcourue, tout d'un coup, de temps en temps, diminuerait alors que la vitesse augmenterait, ou des choses comme ça. Enfin, merci pour cette question. Oui. Alors, Jean-Pierre Clairaut sur cette distinction. Non, vous posez très bien le problème. Et le problème qui est posé, c'est est-ce que les mathématiques ne font que, en quelque sorte, que représenter un ensemble de phénomènes, ou alors est-ce que les mathématiques expliquent véritablement les choses? À vrai dire, les mathématiques, si on prend l'exemple de la loi de gravitation, hein, qui dit que la force de gravitation est inversement proportionnelle au carré des distances de deux masses qui s'attirent et proportionnelle à ces deux masses. Bon. Qu'est-ce qui empêcherait, d'une certaine façon, que plutôt que d'écrire f égale à un coefficient près, mm' sur d au carré, que ce soit d au cube, ou que ce soit d à la puissance 4? C'est-à-dire qu'on pourrait très facilement faire des mathématiques avec cela. Et qu'est-ce qui fait la différence, effectivement, entre quelque chose qui est de l'ordre du mathématique et quelque chose qui est de l'ordre du physique? C'est que quand on lit un texte de physique, on a l'impression effectivement de lire un texte de mathématiques. Mais on s'interdit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va lire le texte comme s'il nous interdisait un certain nombre de lectures. Ces lectures sont relativement sélectives. On va accepter que ce soit d au carré, on ne saura pas exactement pourquoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que là où le mathématicien se donne un champ extrêmement libre de possibles, le physicien a tendance à se servir des mathématiques en un sens relativement resserré, d'une certaine façon. Ou du moins, il ne se sert pas de toutes les possibilités du mathématique pour le faire. Et le mathématique lui sert simplement à mieux déterminer les choses. C'est-à-dire que ça permet d'être précis d'une certaine façon. Et ça permet aussi de transformer les choses. Donc il y a ces deux choses-là, détermination et transformation. Mais on voit que c'est un usage des mathématiques qui est fait. Il faudrait d'ailleurs regarder de près ce point-là qui est très très compliqué. Comment est-ce qu'on peut distinguer un texte mathématique d'un texte physique? Est-ce que c'est l'intention? Je recule d'un cran la difficulté, mais je ne la résous pas. Et donc, est-ce que dans la syntaxe même du texte s'inscrit quelque chose qui est véritablement mathématique ou qui est véritablement physique? Difficile à dire, cela a été soutenu, effectivement, mais c'est une difficulté extrême, ça,
qui est posée de temps à autre par les auteurs, ici, mais résolue d'ailleurs de façon toujours très très différente. En gros, vous avez une lignée qui peut être relativement empiriste et sceptique à l'égard des mathématiques, en disant les mathématiques c'est simplement un jeu de fiction qui est très utile, hein, mais qui ne dit rien, qui n'embraye pas véritablement sur les choses, hein, sauf pour les déterminer. Hein. Ou alors, on peut espérer que les mathématiques aillent plus loin, mais là les choses deviennent extrêmement compliquées. Hein. Villani est plutôt du côté, par exemple, Cédric Villani est plutôt du côté de l'explication. Il a le sentiment que la mathématique dit quelque chose de nécessaire. Et que c'est cette nécessité-là qui est mise véritablement en signe par les mathématiques. Mais c'est plus un mathématicien qu'un physicien, tout est bien. Sur quelque chose. Les mathématiques sont-elles des connaissances à proprement parler? Est-ce que ce n'est pas justement une manière de pouvoir déterminer les choses et deuxièmement de les transformer? Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas dire des mathématiques simplement qu'il s'agit effectivement d'un langage? Certains iront jusque-là. Par exemple, vous avez Hartley Field qui soutient d'une certaine façon que les mathématiques sont essentiellement un langage de fiction. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer des fictions. Le tout est de trouver les fictions qui, d'une certaine façon, permettront de mieux mettre en forme des phénomènes. Et au fond, c'est ce qu'on fait en physique. Mais encore une fois, il n'y aurait pas de valeur explicative au sens strict des mathématiques. Dans ce cas, ce ne serait pas exactement des connaissances, effectivement. Si la physique est une connaissance, elle se sert simplement des mathématiques pour, de manière pragmatique, avoir un instrument qui permet d'être mieux déterminé et de pouvoir en plus jouir de la possibilité de transformation des mathématiques. Tous les discours ne font pas ça. Hein. Il y a des discours qui disent une chose, qui disent ensuite autre chose, mais qui ne se servent pas, d'une certaine façon, de l'épaisseur du langage pour, en quelque sorte, fabriquer des objets de plus en plus complexes, hein, effectivement. Mais qui ne sont pas des connaissances. C'est-à-dire, vous fabriquez avec des mathématiques des objets complexes, mais vous ne les connaissez pas, hein, d'une certaine façon. Oui, alors je serais assez d'accord avec votre façon de faire. Et pourquoi? Très jeune, oui. Et effectivement, il disait toujours qu'une leçon bien conduite devait mener toujours à quelque chose qui serait ce qu'il appelait des mathèmes. Bon, alors, le seul problème, le seul point moi, qui m'inquiète un tout petit peu dans ce genre de choses, c'est pourquoi pas, il est tout à fait possible d'une certaine façon pour un psychologue ou un psychanalyste d'utiliser les mathématiques. Il n'y a absolument rien de difficile à accepter quelque chose comme ça. Simplement, ces mathèmes, il ne les dépasse pas beaucoup. On a l'impression qu'une fois qu'il a un mathème, au fond, il ne l'articule pas avec d'autres mathèmes pour en faire un discours puissant. Ce qui est fascinant dans les mathématiques, c'est justement le fait que vous dépassiez le degré des définitions, vous dépassez les axiomes, et que vous inventez véritablement des choses de plus en plus fortes et de plus en plus puissantes. Est-ce que ça va jusque-là? Peut-être qu'on pourrait rêver hein, d'une psychologie qui se serve des mathématiques en ce sens-là. Je ne suis pas persuadé qu'on dépasse le seuil de simple mise en forme rapide des choses, mais sans qu'on puisse véritablement aller jusqu'à un discours qui sera un discours mathématique. Mais il est parfaitement clair que Lacan a cherché ça. Justement pour se passer de la notion de sujet, pour essentiellement mettre le concept, faire fonctionner le concept, si j'ose dire, sans qu'il y ait des sujets, objets, etc., en s'embarrassant de tout ça, il est parfaitement clair qu'il a attendu des mathématiques quelque chose de cet ordre. Y est-il parvenu? Là, c'est une autre affaire. Alors, pour Badiou, c'est exactement, vous avez raison de souligner que les mathématiques puissent rendre heureux. Écoutez, là, vous parlez à quelqu'un qui lit Bentham de temps à autre et des Stuart Mill. Les calculs des utilitaristes sont exactement des calculs de bonheur et de malheur. Hein. C'est très gros, il s'agit toujours de quelque chose de cet ordre. Mais je pense que ce que vous suggériez, c'était plus subtil que ça. C'est que la pratique même des mathématiques fait qu'on est heureux. C'est vrai qu'il y a une jubilation inimaginable lorsque on obtient un résultat en mathématiques. On n'a pas l'équivalent en philosophie, je crois, ni dans aucune autre science. Il y a moins de jubilation qu'en mathématiques, d'où
more geometrico de Spinoza, faire de la philosophie selon la géométrie, hein, effectivement, est quelque chose de jubilatoire. Pourquoi? Parce que vous obtenez des résultats qui sont très loin des définitions que vous posez. Et il y a quelque chose là qui est extraordinairement enrichissant dans un discours comme celui-là. Alors qu'en philosophie, on a toujours l'impression qu'on reste quand même toujours dans un rapport réflexif aux idées. Elles sont pénibles, elles sont grises, elles sont difficiles d'une certaine façon, mais elles ne peuvent pas enthousiasmer parce qu'il n'y a pas un résultat, comme vous en avez en mathématiques. Oui, Spinoza... De ce point de vue, hein, je veux dire par là, il ne cherchait pas du tout à couvrir l'intégralité du champ des mathématiques et l'expérience, hein, mais ce sont des petites têtes qui émergent comme ça, et il y a 17 auteurs qui ont servi, si j'ose dire, mais évidemment, il y a forcément des oublis majeurs. Alors, pour ce que vous dites sur l'evidence-based medicine, oui, c'est très très important. C'est un organisme de statistiques, d'une certaine façon, et le médecin, lui, est obligé de faire très attention à ça, hein, et ne pas passer trop vite et allègrement de ces statistiques à ce qui se passe dans son cabinet auprès de son malade. Hein. Et justement, il serait très imprudent, hein, pour un médecin de passer de l'un à l'autre comme si ça allait de soi, en disant bon, le malade tel qu'il se présente tout de suite a 60% de chance de se sortir d'affaire ou d'avoir telle ou telle complication. En effet, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que vous ne dites cela qu'avec des chances de vous tromper. C'est ça la règle de Bayes. La règle de Bayes est une règle de prudence. Vous ne passez pas des grands nombres à ce qui va se passer pour un individu sans risque de vous tromper fortement. Et même, ça va plus loin pour le médecin. Je pense qu'il commettrait une faute majeure à l'égard de son patient s'il lui disait, par exemple, que, étant donné les statistiques qui sont représentées, il y a, par exemple, 60% de chances que les choses tournent ainsi. Ce serait très grave de lui présenter ça comme ça. Parce qu'il peut se trouver d'abord dans les 40% qui ne font pas. Et puis, deuxièmement, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer, encore une fois, des grands nombres à quelque chose qui va se passer pour un individu. Et là, il faut être très très attentif à cela. Un problème de probabilité n'est pas exactement un problème de statistique. Il faut effectivement toujours faire la distinction. Oui, vous avez raison, vous êtes donc très, très prudent à l'égard de cette médecine de l'évidence, qui est plutôt d'ailleurs canadienne qu'états-unienne, hein, je crois. Enfin bon, c'est pas un montant. Merci beaucoup et merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Pour ceux qui le peuvent, je donne rendez-vous à 18h pour l'émission avec Philippe Kurilski, justement, puisque un médecin a pris la parole en dernier sur est-ce que le corps malade peut-il faire face à lui-même quand il est attaqué par lui-même. C'est passionnant, vous verrez. Et merci d'être venu ensemble. De la nature ou des lois de l'esprit qui fait de la physique, hein, mais ce qui est absolument commun à peu près à tous les philosophes du XVIIe siècle, c'est qu'on cherche des lois. Il semble aller de soi que, d'une certaine façon, il existe quelque chose comme des lois. Alors, ça se trouve chez Galilée, qui écrit au fond la première grande loi, hein, qui est la loi de la chute des corps, mais on en trouve chez Descartes des lois, et le mot même de loi apparaît dans les textes, dans le traité du monde, dans la physique. Descartes n'hésite pas à parler de loi, hein, d'une certaine façon, comme si il y avait quelque chose comme cela, une sorte de contrat entre l'esprit et les choses, et que ce contrat a une espèce de valeur, d'une certaine façon, absolue. Et on pourrait trouver chez Newton, là les choses deviennent tout à fait presque exorbitantes, puisque les contemporains ont été tout à fait étonnés de ce qui se passait. On a l'impression que les lois collent véritablement avec les phénomènes, disent exactement ce qui se passe. On déchantera très vite. Il est évident que quelques décennies au-delà des textes de Newton, un très grand nombre de physiciens vont mettre en cause la rigueur, la prétendue rigueur des lois, de la loi d'attraction par exemple, mais pendant un certain temps, on a l'impression véritablement qu'il existe quelque chose comme des lois. Alors, on peut mettre en cause ces lois, et c'est ce qui va se passer, par exemple, au XVIIIe siècle. Le texte en question, les mathématiques et l'expérience, donne largement la parole à des auteurs qui vont justement mettre en question ces lois. Et en disant d'une certaine façon que
il n'y a pas, je pense par exemple à Hume en particulier, hein, qui va mettre en question l'idée qu'il puisse y avoir, on puisse garantir qu'il y ait quelque chose comme des lois. S'il y avait des lois, cela voudrait dire d'une certaine façon qu'on puisse être absolument certain de ce qui va se passer, alors qu'on n'en sait encore rien, et de ce qui s'est passé alors qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on peut être sûr, peut-être, des expériences que l'on a faites, et on peut constater là, à partir des expériences que l'on a faites, une relative stabilité, mais cette stabilité, vous ne pouvez que la fantasmer pour ce qui concerne l'avenir ou pour ce qui concerne le passé. Et là, on s'aperçoit que du coup, on a affaire à quelque chose qui ne peut pas se justifier tout à fait rationnellement. On peut simplement, dans ce cas, probabiliser peut-être les choses. On peut dire d'une certaine façon, puisque tel phénomène ou telle subséquence de phénomènes, telle suite de phénomènes s'est produite un certain nombre de fois, sans vraiment faire défaut, eh bien, on a une impression de stabilité. On peut essayer, d'une certaine façon, de probabiliser en disant que, eh bien, puisque ça s'est passé sans défaut pendant un certain nombre de séquences, cela se passera de la même façon et s'est passé de la même façon jusque-là. Mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait? Hume va jusqu'à dire que je ne peux pas conclure du fait que le soleil soit levé tous les matins depuis que je suis né, qu'il se lèvera encore demain. Personne, je pense qu'il a raison quand il dit ça. De fait, on ne peut pas savoir quelque chose comme ça. On peut en avoir une très bonne, apprécier ça avec l'impression qu'il y a une très grande chance pour que la chose se produise comme cela, mais au fond, on ne peut pas savoir quelque chose comme ça. On peut pas. C'est une affaire de croyance. Ou si on veut transformer cette croyance en quelque chose d'un petit peu plus précis, alors on est obligé de se tourner vers les probabilités, où on regarde, on probabilise le phénomène, c'est-à-dire qu'on va se demander si, par exemple, un phénomène est relativement stable, s'il est très très stable, eh bien, avec quelle chance d'avoir raison, quelle chance de se tromper, on pense qu'il va se reproduire à l'avenir ou qu'il s'est produit dans le passé. Mais au fond, on ne peut pas aller tellement au-delà. Mais voyez que dans ce cas, quand on commence à prendre ce chemin-là, on met la notion de loi à l'épreuve. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on s'aperçoit que la loi, elle est faite d'énormément de croyances. Elle n'est pas faite de quelque chose qui est absolument sûr, alors que d'une certaine façon, c'est bien son but, essayer de dire exactement ce qui se passe dans les choses, mais elle ne peut plus faire ça. Elle est dépendante de notre propre esprit, d'une certaine façon, qui évalue les chances pour qu'il existe quelque chose comme des lois. C'est-à-dire que l'esprit parle certes des choses, mais il en parle indirectement, il parle de lui-même comme ayant rapport aux choses. Et donc, en quelque sorte, la loi recule. Enfin, je veux dire par là, il n'est pas sûr que la loi soit loi des choses, elle est règle plutôt d'action à l'égard de ces choses. À partir du XVIIIe siècle, on s'aperçoit très bien que, d'une certaine façon, ce qui se passe, c'est que la science devient extrêmement active. Elle est une activité, elle est une action des hommes, d'une certaine façon. Mais elle ne dit pas, elle n'a pas de portée ontologique, au sens où elle ne dit pas quelque chose sur les choses. Ou du moins, quand elle le dit, c'est avec des risques de se tromper, qu'il faut qu'elle endosse, qu'il faut absolument qu'elle dise, et d'où le déplacement de l'intérêt au XVIIIe, XIXe siècle vers des lois qui vont être essentiellement probabilistes. Si on prononce encore le terme de loi, ça va être toujours avec l'idée qu'il faut les amender, qu'il faut les corriger, qu'il faut constamment leur infliger des petites équations, comme disait Laplace, de telle sorte que les choses puissent à peu près, dire quelque chose apparemment sur les choses. Mais il n'est pas du tout clair qu'elles disent quelque chose véritablement sur les choses ultimement. Il faut d'ailleurs tellement de corrections pour que ce soit vrai, et des corrections indéfinies pour qu'au fond, on commence moins à croire, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, à la stabilité des lois. Les lois sont extraordinairement fragiles sur le plan ontologique, et elles n'ont de sens qu'avec des chances de se tromper. D'où la définition de la loi par Jeremy Bentham comme étant une métaphore. La nature est une métaphore. Écoutons le texte.